Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du numéro 1 et du numéro 2 de la cosmétique. J'ai nommé L'Oréal et Estée Lauder parce que ce sont des actions de qualité qui sont en difficulté cette année. Regardez les baisses en year to date, c'est assez flippant. Moins 27% pour L'Oréal et Estée Lauder, on est carrément à moins 55% depuis le début de l'année. Du coup, le programme de cette vidéo, ça va être de voir pourquoi ça a autant baissé, qu'est-ce qui se passe exactement avec ces actions, et 2, est-ce que ça peut être une opportunité d'achat intéressante pour nous, investisseurs. Et à la fin de la vidéo, je vous dévoile laquelle des deux actions j'ai décidé d'acheter, donc restez bien jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, petit disclaimer, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous invite toujours à challenger ce que je peux dire, à faire vos propres recherches avant de prendre votre décision d'investissement. Alors, on va commencer par L'Oréal parce que c'est un peu plus straightforward, cette baisse qui est principalement liée en fait à un contexte économique difficile en Chine qui inquiète beaucoup. En effet, ça fait quelque temps que la consommation des ménages chinois est à la peine. Et donc que les ventes de L'Oréal en Chine baissent alors que c'est un marché significatif pour l'entreprise et surtout un driver de croissance du revenu ces dernières années. Du coup, ça a un impact sur la croissance du revenu de L'Oréal qui ralentit. Et si on fait un petit focus sur le mix géographique, en fait, on voit que les deux plus gros marchés de l'entreprise, c'est Europe, États-Unis, Amérique du Nord, et que le troisième plus gros marché, c'est l'Asie du Nord. Donc l'Asie du Nord, c'est globalement la Chine et le Japon. Donc c'est vraiment un marché significatif pour l'entreprise. Et donc là, on est plus sur un élément externe, en l'occurrence macroéconomique, qui vient impacter les résultats financiers de la société. C'est quelque chose qui n'est pas dans les mains de l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça inquiète. Est-ce que le plan de relance chinois va fonctionner? Est-ce que la situation va s'aggraver? Ça met beaucoup d'incertitudes qui ne plaisent pas trop au marché. Pour Estée Lauder, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, il y a le contexte économique chinois qui vient impacter les ventes, mais ça vient s'ajouter et amplifier les difficultés déjà existantes depuis 2023, puisque leur revenu a baissé sur les deux derniers exercices, surtout en Europe et en Asie, et davantage sur la partie skincare, qui est leur plus gros segment. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Et on va en parler juste après quand on abordera les fondamentaux. Mais l'entreprise traverse une période compliquée. C'est d'ailleurs la famille Lauder qui le dit elle-même dans une lettre qui s'adresse à ses employés et qui a été publiée aussi sur leur site. C'est ce qu'on voit ici. Et ça fait lien avec notre troisième point qui est tout simplement qu'il y a du remue-ménage à la tête de l'entreprise suite aux résultats notamment. Donc ce qu'ils nous disent dans cette lettre, c'est qu'il n'y aura plus de représentants de la famille Lauder parmi le top management des sociétés du groupe. C'est William et Jane, je crois, qui du coup resteront uniquement au board de la société. Et j'ai pas double-check la véracité des infos, mais d'après ce que j'ai lu, il y a un peu des tensions au sein de la famille qui détient 38% de la société, pour information. Ils sont un peu dans une phase de transition, d'après ce que je comprends, entre la troisième et la quatrième génération. Donc William et Jane, c'est la troisième géné. Et il y en a une qui arrive derrière. Du coup, c'est pas quelque chose d'étonnant qu'il y ait un petit peu des conflits, surtout s'ils sont dans une phase un peu de transition comme ça. Autre chose qu'ils ont annoncé dans cette lettre, c'est un nouveau CEO, je crois que c'est un peu plus bas, Stéphane de la Faverie, je crois, qui est un Français, quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis 15 ans et dans le secteur depuis 25 ans, je crois, et du coup qui remplace un CEO qui part à la retraite après 16 ans à ce poste. On n'est pas sur de l'instabilité, mais il y a quand même de l'incertitude sur la capacité du nouveau management à relever les défis que rencontre l'entreprise actuellement. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir surtout si on peut profiter de cette baisse pour acheter.
Pour ça, on a besoin de vérifier deux choses. La première, c'est est-ce qu'on est toujours face à des entreprises de qualité qu'on pourrait garder avec conviction pendant les 10 prochaines années, ou alors est-ce qu'elles ont perdu de leur superbe en termes de qualité. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de regarder de près la valorisation. Alors, L'Oréal, c'est une société qui est souvent prise en exemple en tant qu'entreprise de qualité. Donc, on ne va pas s'attarder sur son analyse. Je vais juste énumérer rapidement, je vais essayer, les éléments du coup qualitatifs et quantitatifs qui sont à noter d'après moi. Donc, première chose, le moat large avec un portefeuille de marques fortes. J'ai noté Yves Saint Laurent, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay, donc sur chacun de leurs segments. Et deuxième moat, un avantage concurrentiel au niveau des coûts, c'est-à-dire que la société est capable de produire à des coûts inférieurs par rapport à ses concurrents grâce à des économies d'échelle. Ensuite, market position, on a une position de leader sur chacun des principaux segments, donc ça c'est assez important à noter. À chaque fois, je crois, avec un numéro 2 différents sur chaque segment. Donc la skincare et le make-up, on va le voir après, c'est Estée Lauder. La haircare, c'est Procter & Gamble et Unilever. Et les parfums, c'est Coty et LVMH. Donc à première vue, en faisant quelques petites recherches, pas l'impression que leurs mots perdent du terrain. Et qui perdent d'ailleurs des parts de marché sur leur segment. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'ils gagnent des parts de marché, notamment sur la skincare, on le verra peut-être après, qui est un des segments stratégiques du marché de la beauté en ce moment. Et j'empiète un peu du coup sur la partie quantitative, mais on peut rapidement aller voir les dépenses en marketing et en R&D de L'Oréal parce que ça vaut le détour. C'est super consistant dans le temps et significatif. Marketing, environ 32-33% du revenu chaque année. Je n'ai pas fait pour les 12 derniers mois, mais pour les 3 dernières années, ça donne ça. Donc, énorme force de frappe marketing. Je pense que c'est un de leurs points forts. Et R&D, pareil, super important, notamment sur l'innovation, sur la skincare. 3% du revenu, c'est pas mal. On est à du coup 1 milliard sur les 3 derniers exercices. Donc là, c'est vraiment pareil, c'est assez impressionnant. Et du coup, comme je viens de le dire, je pense que ça leur confère vraiment une force de frappe pour justement étendre leur moat, notamment sur les marchés des fois qui veulent pénétrer, les marchés émergents. C'est vraiment intéressant. Là où un concurrent comme Estée Lauder, justement, qui est en difficulté, ne peut pas dépenser de telles sommes et aurait peut-être tendance à perdre un peu de terrain. On revient sur notre analyse fondamentale. Le management, donc stable et de qualité, je pense on peut dire. Le CEO actuel a pris son poste en 2021, j'ai noté, pour succéder à, je crois que c'était Jean-Paul Agon, qui est resté CEO pendant 10 ans. Donc ça, c'est plutôt signe de stabilité et ils sont connus pour avoir un management quand même de qualité. Et la culture d'entreprise assez forte, ça c'est une notoriété publique aussi. Et je suis allé voir par curiosité, c'est quelque chose que j'aime bien faire, la note sur Glassdoor qui est de 4,2 sur 5 et c'est assez énorme. Je pense que ça fait partie des entreprises les mieux notées en France. Donc ça pareil, c'est plutôt un petit signe positif. Sur les éléments quantitatifs maintenant, on peut commencer par aller voir le ROIC, donc la rentabilité du capital. Et là, on voit tout de suite qu'on est bien supérieur aux 10%. Donc là, les dernières années, 17, 18, 15. Donc sur les 5 dernières années, on est à 15% de moyenne, donc c'est très propre. Ensuite, dette. Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Franchement, il y a un peu de dette, mais c'est relativement maîtrisé. Ils ont du cash, donc ça, c'est plutôt OK. La croissance maintenant. Je pense que ça, c'est un sujet relativement important. Du coup, a priori, on sera sur une croissance relativement faible sur 2024. Donc là, 12 derniers mois, on est à 4% de croissance. Je pense que ça sera légèrement plus, vu que le Q4 sera peut-être un peu meilleur. Donc ça, c'est lié au ralentissement de la consommation chinoise, comme on a dit juste avant. Mais on reste quand même sur 9% de CAGR sur les 5 dernières années. Donc, on peut dire que ça reste quand même solide. On n'est pas loin des 10%, même avec ce ralentissement de la croissance cette année. Et on peut faire une parenthèse pour dire que ce qui leur permet de résister
un peu mieux que leurs concurrents dans des contextes moins favorables, c'est en partie dû à une très bonne diversification segment et également une diversification géographique qui est très très clean. Donc là, on voit au niveau des segments, on a un tiers produits grand public, un tiers luxe et le dernier tiers, c'est la skincare et les produits professionnels. Et sur le mix géographique, on est sur, pareil, quelque chose de très équilibré, Europe, États-Unis et Asie juste derrière. On continue avec les marges. Donc là aussi, c'est assez impressionnant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais jamais vraiment creusé plus que ça L'Oréal. Grosse margin de 73,9% sur 2023, qui est vraiment assez stable et qui a tendance à légèrement augmenter ces dernières années. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la marge opérationnelle qui est en augmentation ces dernières années. On était, il y a 5 ans, à 18,6 et là, on se rapproche des 20%. Donc ça, c'est vraiment super clean. Et ça renvoie un signal justement qu'ils sont efficients au niveau opérationnel. Et on peut finir avec l'allocation du capital. Et là, personnellement, c'est là où je suis un peu déçu, je reste un peu sur ma faim. Donc, ils ont des cash flows opérationnels en augmentation. Donc ça, c'est super clean. Et ils en réinvestissent une bonne partie, donc 1/5 sur les dernières années. Donc, il y a certainement une partie quand même relativement significative, il faudrait creuser, qui doit être des capex de maintenance. Donc ceux-là, ils nous intéressent un petit peu moins, il faudrait les exclure. Mais quand même, ça reste impressionnant et c'est surtout la consistance avec laquelle ils réinvestissent dans la boîte depuis les 20 dernières années. Donc ça, c'est assez impressionnant chez L'Oréal. Et deuxième point, ces 2 dernières années notamment, ils ont fait des acquisitions significatives. Donc j'ai noté CeraVe, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et Aesop sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est les 2 acquisitions les plus significatives qu'ils ont fait, je crois, sur les dernières années et qui concernent le segment de la skincare, du coup, qui prend de plus en plus d'importance chez L'Oréal et ce n'est pas un hasard. Donc là, c'était 35% ces 2 dernières années, la part des acquisitions dans les cash flows opérationnels. Et si on revient un petit peu en arrière, il y avait quand même des acquisitions déjà chaque année. Donc on peut dire qu'ils ont une stratégie de croissance externe assez développée. Et là encore, il faudrait creuser pour voir s'ils ont surpayé ou pas ce qu'ils ont acheté. Est-ce que ce sont des bonnes acquisitions ? Je crois, il me semble que leur track record est pas trop dégueu. De mémoire, il n'y a que l'acquisition de The Body Shop dans les années 2000 qui avait un peu floppé et qu'ils avaient revendu, je crois, dans les années 2010. Mais sinon, il me semble que c'est du solide, encore une fois. Mais moi, ce qui me dérange par-dessus tout, c'est le paiement d'un dividende croissant depuis 20 ans. Donc c'est vraiment une démonstration de force, c'est beau, mais aujourd'hui, ça pèse trop lourd par rapport au cash flow opérationnel et au free cash flow. Là, c'est la moitié des cash flows opérationnels qui partent dans le dividende et ça risque de prendre de plus en plus d'ampleur. Et justement, ce syndrome du « maintenant que j'ai commencé à verser un dividende, je ne peux plus arrêter d'en payer un » pour plaire à une partie du marché, ça a tendance à me fatiguer un petit peu. Je préférais vraiment qu'ils rachètent massivement leurs propres actions parce que c'est quelque chose qu'ils font, mais de manière beaucoup moins significative. Il y avait quand même là, c'était en quelle année ? En 2021, où ils ont peut-être jugé que le prix de l'action était en dessous de la valeur intrinsèque de la boîte, où ils ont racheté massivement des actions, mais je préférais que ça prenne une part plus importante que ce qu'on voit là. Vous vous en doutez, pour Estée Lauder, c'est un peu moins reluisant que pour L'Oréal. Sur les éléments quantitatifs, le moat, on est sur un moat large, avec eux aussi un portefeuille de marques fortes, mais à l'inverse de L'Oréal, j'ai l'impression que le moat, on va dire marque, a plutôt tendance à s'effriter légèrement. Quand je vois le revenu baisser les 2 dernières années et l'état des ventes au dernier trimestre, moi je comprends que la société et ses marques donc résistent moins bien que L'Oréal dans l'ensemble. Et quand je vois les ventes d'Estée Lauder baisser
sur la skincare sur les 2 dernières années, alors que celle de L'Oréal, justement, elle augmente sur ce segment-là. Moi, ce que je vois, c'est une entreprise qui vole des parts de marché à une autre. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et pour parler de market position, justement, ils sont numéro 2 derrière L'Oréal sur tout le segment principal. Je crois qu'il y a un sujet sur la skincare selon, je pense, les calculs, selon ce qui est intégré, etc. Mais globalement, ils perdent du terrain et ils sont numéro 2 sur tout le reste. What else? Alors, le management, on a dit transition, donc nouveau management et la culture d'entreprise. Pareil, là, je pense qu'ils ont une culture relativement forte. J'ai noté 3,8 sur 5 sur Glassdoor et je pense que ça fait partie de ces business dirigés par des familles qui a quand même une âme et où les employés sont en quelque sorte fidèles à la famille. Alors maintenant, les éléments quantitatifs. Donc ROIC, là, on n'est pas bon du tout. On n'a pas forcément de régularité et surtout une forte baisse sur les 2 derniers exercices, notamment là où ça a vraiment baissé. Donc là, c'est compliqué. Et ça matérialise vraiment justement le fait qu'ils travaillent sur une période difficile. Pour ce qui est de la dette relativement maîtrisée et il leur reste du cash, donc pour moi, pas forcément de sujet. Ensuite, croissance du revenu, on l'a dit, on est en baisse sur les 2 derniers exercices, donc là, on n'a rien de plus à ajouter. Et les marges, je pense que c'est un point intéressant et assez inquiétant. Ça se dégrade. Grosse margin, donc on est sur des niveaux quand même aussi élevés que L'Oréal. Mais voilà, pente descendante, ça se dégrade. Et la marge opérationnelle, là, j'étais assez choqué. Sur les 2 dernières années, on est tombé à 10% alors qu'ils étaient quand même autour des 15% un peu historiquement. Et là, c'est assez inquiétant. Là, pareil, c'est assez symptomatique de la période difficile qu'ils traversent. Il y a un vrai souci d'efficacité, d'efficience opérationnelle. Et si tu compares avec les marges côté L'Oréal, là, ça n'a plus rien à voir du coup. Et on finit avec l'allocation de capital. Donc là, pareil, c'est relativement préoccupant. Ils dégagent quand même des cash flows opérationnels. 2,3 milliards, 2 milliards, donc c'est quand même pas mal. Ils en investissent une bonne partie, même si c'est en baisse en interne. Ils avaient fait une acquisition du coup en 2023 et en 2021, acquisition significative. Donc là, pareil, il faudrait creuser pour voir s'ils ont bien acheté ou pas. Et là, on en vient encore une fois aux choses qui fâchent. Donc même problème que L'Oréal. On n'a pas de stratégie de rachat d'actions dans les dernières années, à part c'était quoi ça, 2022 où il y avait un peu plus, mais ça reste quasi inexistant. Et on a un dividende qui pèse bien trop lourd par rapport au cash flow opérationnel généré et au free cash flow. Et d'ailleurs, suite aux mauvais résultats de leur dernier trimestre, ils ont décidé de cutter, de couper la moitié de leur dividende. Donc, ils vont verser 0,35 $ versus 0,66 le quarter précédent. Donc ça, c'est logique, mais moi, j'ai envie de dire presque que c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire déjà avant, sachant qu'il y a un revenu qui est en baisse ces 2 dernières années, qui sont déjà dans une passe pas ouf. Ils auraient dû réagir avant et moi, si j'étais eux, je l'aurais totalement coupé pour réallouer, quitte à réallouer justement ce capital pour racheter les actions, sachant que là, l'action est vraiment pas chère. Pour ce qui est de la valorisation maintenant. Donc comme d'habitude, on commence par notre petit reverse DCF où on va comparer du coup nos 2 sociétés, la valorisation de nos 2 sociétés. Pour ce qui est des hypothèses déjà, donc j'ai pris le dernier free cash flow disponible, donc 6 milliards pour L'Oréal, 1,3 pour Estée Lauder. Pour le WACC, j'ai pris pour L'Oréal celui que j'ai trouvé dans le dernier rapport annuel, donc le rapport annuel 2023, donc 9,2%. Et je me suis à peu près aligné pour Estée Lauder avec un taux de croissance long terme de 3%, comme d'habitude, c'est assez standard. Et en faisant tourner la machine, on s'aperçoit que au niveau de prix actuel, en ce qui concerne L'Oréal, on est sur une croissance incluse dans le prix de 10% par an. Donc, c'est pas si éloigné, je pense, de la réalité que ça. Certainement un peu plus, mais ça nous dit en tout cas que on se rapproche vraiment de... le prix se rapproche de la valeur intrinsèque de l'entreprise, tout simplement. Et pour Estée Lauder, alors là, on est carrément sur du très cheap parce que ça implique une croissance dans les 10 prochaines années de 3,6% par an.
Donc là, c'est assez peu et ça nous dit que l'action, elle est vraiment décotée, mais ça va aussi avec justement le fait qu'il n'ait plus de croissance du revenu. On continue avec la valorisation par les multiples, comme d'habitude. Donc déjà, on peut regarder le nombre d'actions en circulation, comment ça évolue sur les 5 dernières années. Donc L'Oréal, il n'y a pas de sujet, ça baisse, c'est parfait. Et Estée Lauder, ça a baissé, augmenté un petit peu, rebaissé. Et là, sur les 12 derniers mois, on est sur une légère augmentation. Alors, j'ai cherché rapidement sur Internet et dans le rapport pour trouver d'où ça venait, cette augmentation du nombre d'actions en circulation. Mais j'ai pas forcément trouvé. Je comprends, moi, que c'est pas forcément en lien avec les stock options. Parce que justement, c'est les basic shares outstanding qui augmentent et pas les diluted. Voilà, et là, on passe de 360 à 357 en 2023 à 359 en 2024. Donc pour moi, ça ne peut venir que d'une émission d'actions. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai rien vu dans les financial statements. C'est peut-être rien de méchant, mais ça sera à creuser parce que justement, c'est un des plus gros risques pour l'investisseur que de se faire diluer. Et encore plus dans des périodes difficiles comme aujourd'hui pour Estée Lauder. C'est quelque chose quand même qu'il faut regarder ça. Donc rapidement, si on jette un coup d'œil à la valeur intrinsèque, l'évolution de la valeur intrinsèque sur les 5 dernières années, L'Oréal, on est plutôt sur de la stabilité, légère augmentation. Sur les 12 derniers mois, pour l'instant, on est en légère baisse, mais certainement, je mets une petite pièce sur le fait que 2024 sera un peu mieux que les 12 derniers mois, donc on sera peut-être sur de la stabilité, voilà, pareil. Et Estée Lauder, ça varie énormément, justement parce que donc, le nombre d'actions en circulation, il change pas mal, et les free cash flow, ils sont pas très stables non plus ces dernières années, donc ça vient de là. Et pour ce qui est du coup du prix sur free cash flow, L'Oréal, clairement, on est au plus bas depuis 5 ans. On est bien en dessous de la moyenne, je pense, historique. Je ne vais pas aller chercher le chiffre exactement sur le price to free cash flow moyen du CAC 40, mais je pense qu'on est autour peut-être des 28, j'imagine. Mais c'est pas forcément normal parce que L'Oréal, elle a bien plus de qualité que ses petits compères du CAC 40. Et donc ça en fait une valorisation plus que correcte pour moi en ce moment. Et pour ce qui est d'Estée Lauder, on s'aperçoit à quel point l'entreprise ne se paye pas cher. On est à 17 fois le free cash flow, ce qui est 2 fois moins qu'il y a 1 an et 7 fois moins, je crois, si mes calculs sont bons, qu'il y a 2 ans. Et c'est la preuve, encore une fois, que le narratif d'une société peut basculer d'un côté comme de l'autre très rapidement. C'est ce qui se passe avec Estée Lauder. 121 fois les free cash flow en 2022 et là, on est à 17 fois. C'est assez vertigineux. Pour conclure maintenant, L'Oréal, c'est une entreprise de qualité. Même dans un contexte moins favorable, ça reste solide avec des finances très clean, un mode qui a plus tendance pour moi à s'élargir qu'à se fragiliser, un management stable et de qualité, on l'a vu. Et donc aujourd'hui, pour moi, on est sur des niveaux de prix plus que corrects, 28 fois les free cash flow, compte tenu de la qualité de la société. Et il est possible, je dirais, qu'à court terme, il y a encore un contexte, on va dire, pas favorable, notamment avec ce qui se passe en Chine. Mais j'ai la conviction, au plus profond de moi, que L'Oréal est la société la mieux armée pour y faire face dans son marché et qu'à long terme, pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ils ont toutes les clés en main pour continuer à surperformer le marché de la beauté. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'aligne mes mots avec mes actions et je vais donc commencer à acheter. Par contre, je n'ai pas encore décidé comment j'allais procéder exactement, mais il y a moyen que je rentre en plusieurs fois, par exemple sur une période de 6 mois en plusieurs fois, si le niveau de valorisation reste intéressant, bien entendu. Et ça va me donner l'occasion justement de creuser encore plus certains aspects du business que je trouve intéressants. Du coup, pour aller plus loin, les premières choses que je regarderai personnellement, c'est de regarder en détail les investissements en organique, donc ce qui est réinvesti en long terme, et notamment d'identifier la part de CAPEX liée à la maintenance. Ensuite, j'irai voir d'un peu plus près les acquisitions qui ont été faites
les dernières années pour voir comment ils se situent, est-ce qu'ils ont bien acheté ou pas. Et je m'intéresserai aussi un peu à leur campagne marketing, l'efficacité du marketing, la relation avec le revenu. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être aussi intéressant à creuser. Et pour ce qui est d'Estée Lauder maintenant, donc bon, clairement, l'action se paye très peu cher. On l'a vu en regardant la valorisation. Mais je dirais que ça se comprend parce que c'est bien plus risqué. Ils traversent une période compliquée avec plein d'incertitudes, baisse des ventes, nouveau management. Il y a une transition de génération dans la famille, une efficacité opérationnelle qui se dégrade, on l'a vu avec les marges. Mais malgré tout ça, ils ont un portefeuille de marques solides qui existe depuis des décennies et ils ont l'air déterminés, on l'a vu dans la lettre, pour prendre les actions qu'il faut pour redresser la barre. Personnellement, je passe mon tour, mais je pense que ça peut faire sens de jouer le retournement. Alors je ne vois pas forcément se réaliser à court terme parce que je pense que ça va prendre un peu plus de temps, mais à moyen terme, oui, en effet, je pense qu'ils sont capables de redresser la barre. En tout cas, et on finira avec ça, c'est l'avis de plusieurs insiders côté Estée Lauder, donc qui font partie du board ou top management de la société, qui ont commencé à racheter massivement des actions. Donc là, tous les filings 4, ça c'est tout en novembre. Ça, c'est des personnes qui doivent discloser obligatoirement leurs achats ou leurs ventes. Mais là, c'est plutôt des achats en l'occurrence. J'en ai ouvert un certain nombre. Et là, on voit que un certain monsieur Paul Fribourg, j'ai tapé, il fait partie du board, c'est un directeur. Il se fait bien plaisir et il rachète de manière massive en novembre les actions Estée Lauder. Et ça veut dire qu'il a des convictions dans le futur de la société. Donc, c'est plutôt un signe positif. Tout le monde ne quitte pas le navire. Il n'y a pas panique à bord pour l'instant. Donc, il y a de grandes chances que ça s'améliore dans les prochaines années. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!